Salut, je pense pouvoir dire sans me tromper que vous connaissez déjà Apple. Mac, iPad, iPhone, AirPods, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà ne serait-ce qu'essayé un de leurs produits. Alors si aujourd'hui il suffit d'un simple logo de pomme pour qu'un appareil se vende très bien, ça n'a pas du tout toujours été le cas. Apple, ça n'a pas toujours été que des succès, on va voir ensemble 8 des plus gros échecs commerciaux d'Apple. Sorti en mai 1980 et successeur de l'Apple II, l'Apple III a été un véritable échec commercial qui a fait très mal à la marque. L'ordinateur visait principalement les professionnels et comportait des nouveautés, notamment la capacité d'écrire aussi bien en majuscule qu'en minuscule, la présence d'un pavé numérique ainsi qu'une mémoire tampon permettant de ne pas perdre ce que l'on était en train d'écrire pendant que le système était occupé. Bon, ça c'est plutôt pas mal, mais la réelle particularité c'était qu'il ne possédait pas de ventilateur interne. Le but étant de créer un ordinateur le plus silencieux possible. En fait, Steve Jobs estimait que le bruit pouvait déconcentrer les ingénieurs pendant qu'ils travaillaient. Sa suppression devait donc améliorer leur confort. Le problème, c'est que du coup, l'ordinateur chauffait énormément. Lors de son utilisation, les cartes électroniques à l'intérieur se bombaient avant de reprendre leur forme normale après la mise hors tension. Ces déformations répétées conduisirent à de très nombreux problèmes et pannes. La solution d'Apple, lever légèrement la machine et la laisser retomber. Ça semble délirant et pourtant, selon la légende, cette solution aurait été trouvée par un des ingénieurs travaillant chez Apple qui aurait posé violemment sur son bureau son Apple III défectueux, le rendant de nouveau opérationnel. Avec seulement un nombre d'exemplaires vendus estimé à entre 60 000 et 120 000, Apple retira l'Apple III du marché en avril 1984. Par contre, ils apprennent de leurs erreurs et ils vont se servir de cet échec pour donner au futur Mac une forme de cheminée, ceci permettant un refroidissement sans ventilateur correct par convection naturelle. Présenté en janvier 1983, le LISA est officiellement un acronyme pour Local Integrated Software Architecture. Je dis officiellement parce que Lisa, c'est aussi le nom de la fille de Steve Jobs. Lisa Brennan Jobs naît peu de temps avant, en 1978. La coïncidence est bien trop grande, nul doute qu'il a voulu lui rendre une sorte d'hommage. D'ailleurs, lors de sa sortie, le Lisa est une véritable révolution. En effet, c'est un des tout premiers ordinateurs à être équipé d'une interface graphique et d'une souris. Ces ajouts avaient pour but d'augmenter la productivité en rendant l'ordinateur beaucoup plus simple d'utilisation. Ses caractéristiques techniques était aussi très impressionnante pour l'époque. Un processeur Motorola 68000 cadencé à 5 MHz, 1 MB de RAM, un disque dur externe de 5 MB et deux lecteurs de disquettes 5,25 pouces de 871 kilo-octets. Le Lisa semblait avoir tout pour plaire, sauf une chose assez importante, son prix extrêmement élevé. 9 995 $ à l'époque et 70 200 francs pour nous en France. Pour que vous vous rendiez bien compte, ça correspond aujourd'hui en euros et avec l'inflation, plus de 21 000 €. Cela fera que le Lisa ne se vendra pas bien du tout, poussant Apple à stopper sa production tout juste un an plus tard, en 1984. Aujourd'hui, si vous en avez encore une bonne nouvelle, les Lisa encore fonctionnels peuvent être vendus plusieurs milliers d'euros à des collectionneurs. Venant du souhait d'Apple de créer un Mac pouvant être utilisé en déplacement, le Macintosh portable sort en septembre 1989. En théorie plutôt bon, il dispose d'un écran LCD 640 par 400 monochrome à matrice active, d'un clavier, d'une trackball faisant office de souris, d'un lecteur de disquette, d'un disque dur et d'une batterie plutôt conséquente permettant à l'ordinateur d'avoir jusqu'à 10 heures d'autonomie. Ces deux gros problèmes expliquant son échec étaient son prix, 6 500 $, donc beaucoup trop cher pour la majorité des gens, et surtout son poids, plus de 7 kg. Il était bien trop lourd, le rendant difficilement transportable et le faisant donc perdre sa principale force. C'est vrai, difficile de convaincre quelqu'un d'acheter un ordinateur portable qui ne peut pas être déplacé facilement. 2 ans plus tard, en octobre 91, sa production est stoppée, faisant place à un nouvel ordinateur portable, le PowerBook 100. Il était beaucoup moins cher, disponible à partir de 2 500 $ et surtout bien moins lourd, seulement 2,3 kg. Disponible en août 1993, l'Apple Newton MessagePad est un des tout premiers assistants personnels. Désigné comme une nouvelle révolution dans l'histoire de l'informatique, il peut être qualifié de véritable ancêtre de l'iPad et des tablettes tactiles en général. Équipé d'un stylet, il avait même la possibilité de transférer des fichiers en sans fil entre deux appareils. Un des arguments de vente principal était la reconnaissance de l'écriture manuscrite directement sur l'écran. Sauf que malheureusement, ça fonctionnait très mal dans les premières versions. Et ce n'était pas le seul problème du Newton. La batterie était trop courte, l'écran en noir et blanc provoquait une mauvaise lisibilité et sa taille trop importante rendait l'appareil difficile à transporter. Le prix n'était pas en reste, entre 5 000 et 6 000 francs, soit environ 1 000 € d'aujourd'hui, beaucoup trop cher pour ce genre d'appareil. L'échec commercial couplé aux problèmes financiers d'Apple poussèrent l'entreprise à stopper sa production en 1998.
Sorti en octobre 1993, le Macintosh TV était une sorte de fusion entre un ordinateur et une télé. Vendu avec une télécommande, il était possible de l'utiliser soit comme un Mac, soit comme une télé. J'insiste sur le soit parce qu'il n'était pas du tout possible de faire les deux en même temps. En effet, impossible de lancer un logiciel ou un programme et de regarder la télévision pendant son exécution en tâche de fond. Et si tu n'avais jamais entendu parler de ce produit, c'est plutôt normal. Vendu à son lancement pour 2000 $, soit environ 3700 aujourd'hui, le public n'a pas du tout été conquis. Résultat, seulement 10 000 seront produits par Apple qui finiront par abandonner le projet tout juste 6 mois plus tard, en avril 1994. Située entre console de jeu et ordinateur de bureau, la Pippin a bien été conçue par Apple mais commercialisée par Bandai, ce qui lui a valu d'être régulièrement appelée Bandai Pippin. Disponible en mars 96 au Japon et en septembre 96 aux États-Unis, la console n'était techniquement pas réellement mauvaise et permettait même le jeu en ligne et la navigation sur internet. Elle disposait d'ailleurs de composants très proches de ceux du Macintosh de l'époque. Un PowerPC cadencé à 66 MHz, un lecteur CD-ROM 4X, 128 kilo-octets de mémoire flash, un modem 14,4 Kbps ainsi qu'une version adaptée et allégée de macOS System 7. Malgré ces caractéristiques, à peine plus de 40 000 exemplaires ont été vendus. Un échec pouvant être expliqué par le très faible nombre de jeux sortis. À peine 80 au Japon pour tout juste 20 aux États-Unis. Mais rentre aussi en compte la forte concurrence de l'époque ainsi que le prix de la Pippin beaucoup trop élevé, 599 $. C'est bien plus cher que la Nintendo 64, la PlayStation ou encore la Saturn à leur lancement respectif. La production est arrêtée en mars 1997 et Apple ne se risquera plus jamais sur le marché des consoles. Alors ce produit est un peu spécial puisque conçu directement par Jonathan Ive pour fêter les 20 ans d'Apple. Commercialisé en mai 1997, le 20th Anniversary Macintosh, surnommé TAM ou encore Spartacus, possède un design futuriste et totalement inédit. Des repose-poignées en cuir, un écran LCD couleur de 12,1 pouces, un système audio intégré de chez Bose, la possibilité d'écouter la radio et de regarder la télé. Bien sûr, tout ça a un prix, 7 500 $, ce qui est très cher, même trop cher quand on s'intéresse à ses caractéristiques techniques. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais le luxueux TAM a des performances tout juste équivalentes à celles d'un Power Macintosh 6500. Sauf que lui, il est sorti 3 mois avant et qu'il est seulement vendu entre 1800 et 3000 $ selon la version. Le résultat était à prévoir, échec commercial, seulement 12 000 unités vendues, dont seulement 600 en France. Apple a bien essayé au bout de plusieurs mois de baisser le prix à seulement 2000 $, mais le public n'était déjà plus intéressé, ce qui poussa l'entreprise à stopper sa production en mars 1998. Aujourd'hui, les TAM fonctionnant toujours sont très recherchés par les collectionneurs. Présenté en juillet 2000, le Power Mac G4 Cube, surnommé simplement le Cube, a la spécificité d'avoir un design un peu particulier. Il est en forme de cube de seulement 20 cm de côté. Techniquement très correct, il dispose entre autres d'un processeur PowerPC 7400 cadencé à 500 MHz, d'un lecteur DVD, d'un disque dur pouvant aller de 20 à 60 Go, d'une mémoire vive allant de 64 à 256 MB, extensible jusqu'à 1,5 Go et de 2 haut-parleurs Harman Kardon à connecter en USB. Sur cet ordinateur, pas d'écran inclus, mais surtout pas de ventilateur, ce qui peut nous rappeler l'Apple III. Le refroidissement était fait par le principe de convection, une sorte de puits était présent au milieu de la machine permettant à l'air de passer et donc de refroidir les composants naturellement. Cela permet à l'ordinateur d'être très silencieux mais pas non plus complètement immunisé à la surchauffe. En plus de ça, il était assez fragile et des fissures pouvaient apparaître sur le boîtier. Couplé à un prix beaucoup trop élevé, 15 500 francs chez nous, soit environ 2400 € aujourd'hui, le Cube a été un véritable échec commercial et sa production fut stoppée tout juste un an après son lancement en juillet 2001. C'est assez dommage puisqu'il jouissait d'une bonne popularité grâce à l'aspect de son boîtier. Ça le fit même rentrer au MoMA de New York en 2001 et il est toujours très prisé par les collectionneurs. Alors Apple a bien eu d'autres échecs, on a ici parlé que des principaux. Globalement, c'est très souvent le prix beaucoup trop élevé par rapport à la concurrence qui empêcha le succès. Les produits qu'on a vus sont aujourd'hui assez difficiles à se procurer, mais dites-moi dans les commentaires si un d'eux pourrait vous intéresser. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux, c'était Elien, clap de fin.